Zendo sans mur, là où la voie du zen se partage. Bonjour Denis. Bonjour Romain. Alors, dans un premier temps, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter ton parcours de vie rapidement et puis comment tu as rencontré le zen? J'ai 53 ans. Voilà, j'ai parcours de vie, j'ai été avocat pendant 22 ans, jusqu'en avril 2022. Je suis marié, père de 2 enfants, et j'ai rencontré le zen alors, en 2 temps. Le premier temps, c'était avec une personne qui avait été ordonnée moine par Deshimaru, qui faisait de la PNL avec ma mère. Et moi, j'étais à l'époque en interétudes serveur, et quelqu'un m'avait passé un petit livre qui s'appelait La pratique du zen. Et je rentrais chez moi, ma mère était en train de déjeuner avec cette personne, et je suis assis, j'ai posé le livre, il m'a dit «Ah, mais tu pratiques le zen?» J'ai dit «Bah non». Il me dit «Bah, tu veux que je te montre?» J'ai dit «Bah oui». Donc on est monté chez mes parents, et puis j'ai fait mon premier zazen. Et c'est quelqu'un chez qui j'allais pratiquer à Enghien-les-Bains, donc moi j'habitais à Paris, tous les samedis pendant de nombreuses années. Ça a été ma première rencontre du zen en fait, mais c'était pas une rencontre complète, si j'ose dire, parce qu'il n'y avait pas la notion de sangha, c'est-à-dire la communauté des disciples qui sont autour d'un maître. Et puis je suis allé au dojo de Paris, j'ai pas accroché, je suis reparti. Et puis un soir, en dînant chez des amis, la femme de mon ami me dit tiens, j'irais bien au dojo zen. Je lui dis bah allons faire une initiation. Nous y avons été. Donc j'y suis retourné, je me suis assis dans le dojo alors que Philippe Coupet, qui est devenu mon maître, était en train d'enseigner. Moi je ne connaissais rien ni personne de ce monde-là. Et j'ai entendu un enseignement dont je ne me rappelle plus, si ce n'est qu'il m'a coupé en deux. Et j'ai dit, bah c'est ça. Et donc j'ai été interroger les pratiquants à la fin en disant mais qui c'était. Donc ils m'ont donné le nom, j'ai fait une recherche internet. J'ai découvert qu'il enseignait dans un autre dojo qui était rue des Cordelières dans le 13e arrondissement à l'Armée du Salut. Et je me suis présenté là et donc ça c'était en 2013. Voilà. Et ensuite j'ai demandé mon ordination de Bodhisattva en 2016, ordination de moine en 2018. Et puis voilà, je continue à pratiquer au quotidien avec lui et quelques retraites qu'on appelle Sesshin, au minimum 4 fois par an. C'est une pratique qui est plutôt soutenue, on peut dire, puisque moi je pratique le mardi matin, le mercredi matin, le jeudi matin dans un dojo que j'ai ouvert avec un autre pratiquant à Boulogne-Billancourt, et le vendredi matin. Ça c'est la pratique minimale, si j'ose dire, au quotidien. Ensuite, évidemment, zazen chez soi, puisque l'enseignement nous dit de pratiquer tous les jours. Donc sur les 4 Sesshin, il y a 2 Sesshin qui font 2 jours et demi, mais il y en a 2 autres qui font 7 ou 9 jours. Ça demande une grande disponibilité. Oui, c'est une pratique assez soutenue. Alors par rapport à ta pratique soutenue, le lien avec la vie professionnelle n'est pas trop complexe à mettre en œuvre. Quand tu dis le matin, c'est quoi? C'est 10h du matin au dojo ou c'est 7h du matin? Les zazen du mardi, jeudi et vendredi sont à 7h et le zazen du mercredi à 7h30 le matin. Ce sont des horaires qui permettent d'aller travailler derrière en général. Voilà. Après, il faut gérer la fatigue parce que moi ça veut dire lever à 5h30. Voilà, mais à l'époque où j'ai commencé, j'étais donc avocat. Parallèlement, j'étais président de la section judo de l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt. Voilà, donc ça faisait des journées très denses, puisque le soir, il fallait que je sois au dojo, pas pour le zen, mais pour le judo. Et donc, je me couchais tard, je me levais tôt, et puis voilà, mais voilà, c'est un engagement. Tout mis bout à bout, en fait, il y a une certaine fatigue qui est intervenue. Et moi, j'ai tout de suite capté au début, en fait, que dans le sens de la pratique était quelque chose qui devenait prioritaire. Et on utilisait d'ailleurs dans le zen une image qui est celle dans un fond d'eau, en fait, d'un rocher autour duquel les poissons tournent. Et l'enseignement qui nous était transmis, c'est le zen, c'est ça. C'est le centre de votre existence. Et ça a été le sens de l'ordination de Bodhisattva, qui est une matérialisation en fait de cet engagement. Et donc en fait, petit à petit, la vie sociale s'est un peu disloquée
autour de la pratique qui est devenu vraiment le pilier central. Donc voilà, j'allais dire, c'est plutôt la fatigue qui m'a fait lâcher en conservant une priorité. Donc ce qui était accessoire est devenu central et ce qui était central est devenu accessoire. Alors là, tu as employé un terme très effrayant. Tu as dit la vie sociale, c'est disloquer. Qu'est-ce que tu entends par disloquer ? La pratique du zen est une pratique, on pourrait dire dans un sens, une critique de la vie sociale. Mais une critique de la vie sociale dans tout son aspect de conditionnement, des choses après lesquelles on court. Après quoi on court finalement quand on travaille ? Est-ce qu'on travaille pour gagner de l'argent et partir en vacances ? On travaille pour gagner de l'argent et avoir un statut social ? Tout ça dans le zen en fait disparaît. C'est-à-dire que on cherche avant tout à pratiquer et bien à gagner sa vie pour pouvoir pratiquer. Et donc il y a tout un tas de lièvres après lesquels on court, et puis subitement on arrête de courir après, ça nous quitte. Donc voilà, alors après ça veut dire aussi que quand on a une pratique soutenue comme ça, quand on se retrouve dans des réunions de famille, des événements qui sont organisés pour voir pour des fêtes et ainsi de suite, en fait le cœur y est pas trop parce que la vie de la pratique est une vie qui est assez concentrée autour de cette pratique et discuter des choses sociales sur lesquelles on n'a absolument aucune accroche n'a plus d'intérêt ou n'en représente plus. C'est ça que j'appelle la dislocation de la vie sociale, qui est renforcée par autre chose, c'est-à-dire que la posture qu'on pouvait avoir, ou en tout cas le rapport qu'on a aux gens et au monde change. Et donc, du coup, ça crée quand même quelques zones de remous. Tu as parlé de l'ordination de Bodhisattva. Ça veut dire quoi, ordination de Bodhisattva ? Alors, l'ordination de Bodhisattva, c'est une cérémonie, on pourrait dire, par laquelle on reçoit des préceptes. Des préceptes, ce sont une sorte d'éthique, on pourrait dire. Voilà. Et le Bodhisattva est l'être qui s'engage, en fait, à sauver tous les êtres avant lui-même. C'est-à-dire que celui qui fait le vœu de Bodhisattva sait qu'il passera en dernier, quoi qu'il arrive. Et donc ça marque un engagement au sein de la communauté donc, de disciples qu'on appelle la Sangha. On coud à cette occasion et on se fait remettre ce qu'on appelle un rakusu, qui est un petit kessa. Le kessa, c'est le vêtement du moine. Voilà. Et ce rakusu nous est remis lors d'une cérémonie qu'on appelle l'ordination, au cours de laquelle nous est donné notre nom d'ordination, c'est-à-dire notre nom de la voie, on pourrait dire, et qui pour moi s'est révélé être une révélation, on peut dire, et en même temps qu'une direction. Le nom qui m'a été donné, c'est Funi, ce qui veut dire nom de, non-dualité, et j'ai pu mesurer à quel point la dualité m'habite. Et voilà, donc je suis sur ce chemin d'essayer de laisser cette dualité se manifester sans pour autant que ce soit une source de conflit, et c'est pas forcément si simple que ça. Dans l'ordination de Bodhisattva, ce que je comprends, c'est qu'il y a une volonté donc, de se tourner vers le monde, puisque c'est sauver tous les êtres. Mais est-ce que c'est pas un peu en contradiction avec ce que tu viens de dire sur la dislocation de la vie sociale ? Je dirais ça c'est peut-être une question de personne. Moi, en tout cas, ça n'a pas été ça. Et c'est d'ailleurs une question que j'ai posée récemment à mon maître Philippe en lui disant, mais j'ai été le voir en Mondo. Le Mondo, c'est des questions-réponses au sein de la communauté durant une période de pratique. Et moi, ma pratique a introduit quand même pas mal de tensions dans mes relations avec mon père, avec mon frère, avec mon épouse, avec mes enfants. Et je lui ai posé cette question-là, je lui ai dit, comment peut-on faire le vœu de sauver tous les êtres et semer autant le chaos autour de soi ? Et la réponse qu'il m'a faite, et il me dit, bah oui, quand on regarde soi-même en disant moi, pensant qu'on est à l'origine de toutes ces choses-là, effectivement, on ne peut pas voir les choses autrement. À partir d'où pourrais-je vouloir sauver les êtres ? Quelqu'un qui, par exemple, perd son métier, se fait licencier, est-ce que l'aider, c'est forcément pour lui de batailler pour qu'il retrouve le métier qu'il avait ? En fait, j'en sais rien. Je ne peux pas savoir à sa place. Mais ce qui se passe, c'est que la pratique, et ça fait appel évidemment à la foi, est une pratique dans l'invisible
qui nous oblige en fait au déconditionnement et à impacter le moins possible le monde de ce qui nous traverse de négatif, de prendre conscience de sa colère, de prendre conscience de son avidité et de les laisser passer à travers soi sans les redistribuer dans le monde. Et c'est comme ça en fait qu'on sauve les êtres. Et donc c'est aussi un chemin dans lequel sauver les êtres, ça peut être la question de les laisser vivre leur vie à l'endroit où ils se trouvent, et donc potentiellement à un moment de se rendre compte que nos vies sont plus les mêmes, nos objectifs ne sont plus les mêmes, nos directions ne sont plus les mêmes, et que chacun a sa route à faire. Et c'est ça qui est compliqué donc dans la vie sociale, puisque on ne la nourrit plus, ou ce n'est plus la priorité en tout cas. Évidemment, dans l'enseignement, il est primordial de prendre en compte les êtres qu'on rencontre, mais c'est quelque chose qui pour moi n'a pas été immédiat et qui pose toujours difficulté parce que je n'ai pas a priori dans ma personnalité cette sensibilité-là. Donc pour moi c'est un travail particulier que de faire attention à l'impact de mes actions et de mes paroles sur les autres. C'est un travail, voilà. Je ne suis pas un Bouddha, même si l'enseignement nous dit autre chose, mais voilà, j'ai beaucoup de choses encore à travailler. Tu as dit que tu étais avocat avant. Et avocat, il me semble que c'est un métier qui est tourné vers les autres. C'est la personne qui va aller défendre les droits devant un juge ou dans un contrat, etc. Donc ça veut dire à un moment se dire, je vais me charger du fardeau que quelqu'un porte pour aller le porter plus loin ou à sa place. Et donc, tu avais un métier tourné vers les autres, non ? Oui, mais alors moi, j'avais commencé un BTS d'action commerciale. C'était les années tapis et je regardais mes étudiants, enfin les étudiants qui étaient avec moi, et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? Et dans ces cours de BTS d'action commerciale, il y avait un professeur de droit qui nous faisait un cours de droit constitutionnel, et je suis tombé intellectuellement totalement amoureux du droit constitutionnel, et au bout d'un trimestre, j'ai dit, j'arrête et je vais partir faire du droit. Et puis quand j'ai eu fini mes études, je me dis, bon, maintenant je fais quoi ? Juge ? Non, je ne me sens pas la capacité de juger. Huissier ? Pas trop. Notaire non plus. Greffier, bon, qu'est-ce qui reste ? Avocat. Donc je suis parti dans le métier d'avocat. Et je ne suis pas parti en toute sincérité, je ne suis pas parti pour défendre les autres en fait, à la base. C'est juste que j'avais une capacité de raisonnement qui collait bien à la matière juridique. Et après, ce que j'ai pu mesurer aussi dans le cadre de l'exercice de mon activité professionnelle, c'est que j'étais surtout mu par par un souci, on pourrait dire, d'avoir raison. Et donc oui, je défendais mes clients avec pugnacité et avec professionnalisme, mais j'étais pas vraiment tourné vers eux, en fait, vers leurs problématiques. Et peu à peu, je me suis rendu compte, depuis que je pratique et surtout depuis que j'ai arrêté le métier, par rapport à des épreuves que je traverse moi personnellement, que j'ai pas vraiment été à leur écoute. C'est-à-dire que je n'ai pas mesuré l'impact émotionnel, psychologique des situations qu'ils vivaient et qu'ils me présentaient. Moi, je les aidais sur un plan technique, juridique. C'était d'ailleurs la grande réponse. Je comprends, madame, monsieur, que vous me dites ceci, ou vous me disiez ceci ou cela, mais moi, je vous réponds de manière juridique. La part humaine n'était pas véritablement traitée. Voilà, c'est ce que je peux dire en sincérité de la façon dont ça s'est déroulé. Est-ce que dans le zen, tu trouves cette matière à penser que tu trouvais dans la matière juridique ? Dans les textes anciens, il y a beaucoup de choses qui sont très complexes ou difficiles d'accès parce que ça parle de choses, parfois on a un décalage culturel très important avec les mots utilisés, donc c'est complexe, ou parfois ils font appel à des expériences que peu de personnes peut-être ont pu vivre. Et ce que j'ai trouvé dans le zen, d'abord, c'est que moi j'ai toujours eu depuis un événement marquant pour moi qui a été le décès de mon grand-père, j'ai eu une quête. J'avais 15 ans, j'ai eu une quête de la connaissance humaine pour me sortir en fait de cette souffrance, ce dont je me suis rendu compte après. Et donc j'ai toujours eu cette quête-là. Et le zen, c'est vraiment l'enseignement de la vie. Et ce qui est frappant dans ces textes, en fait, c'est qu'au fur et à mesure des années,
c'est comme des poupées gigognes. Un sens émerge, on se dit ah ça y est, j'ai compris. Et puis un autre sens émerge, on se dit ah c'est encore plus vaste que ce que je pensais, et ainsi de suite. J'ai un exemple avec une histoire, alors peut-être que je vais commettre une imprécision sur le nom des maîtres et disciples en question, mais c'est l'histoire de Tokusan et de Ryotan. Et Tokusan était un lettré qui connaissait parfaitement par cœur le Sutra du Diamant et qui allait voir Ryotan qui était un maître. Ils se rencontrent, ils parlent du zen, de la voie, et puis le maître commence à être fatigué et il lui dit bon, il serait peut-être temps d'y aller. Et Tokusan lui dit très bien, il prend congé, il ouvre la porte et il fait nuit. J'avais même lu un texte qui précisait qu'il faisait tellement nuit qu'il ne voyait même pas ses pieds. Et alors là, Tokusan, qui ne sait pas comment trouver son chemin, se tourne vers le maître, le regarde. Le maître comprend immédiatement, allume une chandelle, la donne à Tokusan pour qu'il puisse partir. Et au moment où Tokusan la prend, Ryotan souffle dessus. Et il est dit qu'à ce moment, Tokusan a eu l'éveil. Et un jour, je parle avec Philippe et je lui dis, on parle de cette histoire, et il me dit comment tu la comprends. Et je lui dis, en fait pour moi, dès l'instant où on a une idée préconçue de là où on doit aller ou de chemin qu'on doit suivre, en fait, on se trompe. Et il me dit, c'est marrant comme on comprend toujours les choses au niveau où on se trouve. Et je lui dis, mais et toi, comment tu la comprends? Il me dit, moi, je la comprends comme mou. Mou, c'est une interjection, on pourrait dire, dans le zen, qui veut dire rien, pas. Et c'est un autre niveau d'enseignement et de compréhension. Et du coup, je chemine depuis avec cette réponse-là, en essayant de l'approfondir. Et puis, au moment où je l'aurai approfondi, quelque chose d'autre va émerger, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc oui, c'est passionnant de ce côté-là. Les textes du zen sont particulièrement énigmatiques parfois. On appelle les koans zen, oui, qui sont des petites histoires, un peu comme celles que tu viens de raconter. D'ailleurs, c'en est un, je pense, qui ont vocation à montrer comment un disciple, ou en tout cas une personne, trouve l'éveil, c'est-à-dire se libère et comprend tout. Et bien souvent, on se retrouve dans une situation où, quand on les lit la première fois, on se dit « Qu'est-ce que je fais avec cette histoire-là ? Comment je m'en saisis ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est très, très déconcertant. C'est très déconcertant et effectivement, il n'y a pas de réponse, en fait. Il n'y a pas une réponse juste qui puisse être duplicable. Et voilà, donc le premier koan de l'école Rinzai, c'est le koan Mu, justement, dont je viens de parler, qu'on appelle le Mu de Joshu. Et c'est... alors je ne sais plus si c'est Joshu ou si c'est un moine qui l'interroge. Je ne sais plus si c'est Joshu qui interroge le moine ou le moine qui interroge Joshu, mais qui lui dit « Le chien a-t-il la nature de Bouddha ?» Et Joshu répond « Mu, pas, non, absence de. » Et voilà le koan. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors dans un premier temps, on pourrait se dire Joshu quand même... on pourrait se dire le chien n'a pas la nature de Bouddha. Pourtant, le Bouddha enseigne que tous les êtres sensibles ont la nature de Bouddha. À qui répond le maître? Il répond au moine qui l'interroge. Et le moine qui l'interroge, en disant ça, en posant cette question, ça veut dire qu'il fait une distinction, une échelle entre les êtres. C'est-à-dire que Bouddha est quelque chose que lui n'est pas, et ainsi de suite. Donc, voilà, ça c'est une première réponse. Une deuxième réponse, ça pourrait être de dire, ok, ce Mu, puisque Joshu connaît pertinemment l'enseignement du Bouddha, pourquoi lui répond-il ça? Parce qu'il y a dans le zen une différence entre ce qu'on appelle le wawei et le watu. Le watu est le mot tel que les mots qu'on utilise, et le wawei est ce qui est avant le mot. Et le Mu de Joshu renvoie celui qui le questionne à cet avant de la verbalisation, à l'endroit où Joshu, le koan, le chien et Bouddha sont indifférenciés. Voilà, donc à chaque étape, on travaille avec ça. Alors après, comment faire pour pratiquer le Mu de Joshu
bien, c'est une pratique permanente de faire descendre le mou, par exemple, dans le ventre à l'expiration, et de rester avec cette énigme en permanence qui nous travaille, et l'intellect ne peut pas s'en saisir. Donc, on est d'accord, si l'intellect ne peut pas s'en servir, ça sert à rien d'expliquer l'histoire. C'est pas une question d'interprétation de l'histoire. C'est pas l'histoire a une symbolique et elle veut dire ça. Il y a les personnes qui vont vivre l'histoire, si j'ose dire, la ressentir et d'un seul coup ils intègrent l'expérience de cette histoire. Ou au contraire, ils en restent sur un domaine dialectique et ils sont dans la dualité et en fait pour eux ça reste une énigme. Tout à fait, parce que un des enseignements fondamentaux, je crois que c'est Dogen qui avait entendu, Dogen qui est un maître zen du XIVe ou XIIIe siècle, euh, en Chine puis au Japon, puisqu'il a ramené le zen de Chine au Japon, qui avait entendu cette phrase: lorsque l'esprit ne se pose sur rien, le véritable esprit apparaît. Et lorsque l'esprit ne se pose sur rien, ça veut dire qu'il n'y a pas une réponse fixe, immuable, qui serait intangible, qui existerait. Donc c'est toujours effectivement, on pourrait dire, un cheminement. Et nous, dans notre conception occidentale du monde, dans notre compréhension cérébrale du monde, rationnelle, nous avons toujours besoin de catégoriser, de fixer. Or, la pensée zen, qui a été aussi imprégnée par le Chan chinois, est une pensée qu'on pourrait dire plutôt circulaire et systémique. Il n'y a jamais une réponse fixe. Les choses sont toujours en mouvement. Et d'ailleurs, on dit aussi que la nature de Bouddha, c'est l'impermanence. C'est-à-dire quelque chose apparaît et ce qui est apparu va disparaître. Et donc, il n'y a pas la possibilité de se fixer. C'est le fonctionnement de notre mental que de vouloir se fixer, et c'est le rôle de l'enseignement que de lui montrer qu'il ne peut pas se fixer. À partir de ce moment-là, potentiellement apparaît une sorte de silence au sein duquel quelque chose de nouveau, une nouvelle compréhension peut émerger et devenir vivante à travers celui qui l'a reçue ou perçue. Cet épisode est maintenant terminé. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons cette conversation avec Denis en approfondissant plusieurs thèmes qu'on a abordés aujourd'hui et en explorant plus en détail la pratique, l'enseignement et la manière dont le zen se déploie au cœur de l'existence ordinaire. Je vous remercie très sincèrement pour votre écoute. Je vous remercie également pour vos encouragements et vos questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter par email zendo-sans-mur@gmail.com ou par message via la page Facebook ou le compte Instagram de Zendo Sans Mur, notamment pour me proposer des thèmes qui vous intéressent. Vous pouvez vous abonner au podcast, vous inscrire à la newsletter, ce qui vous permettra d'être informé des nouveaux épisodes le plus rapidement possible. Continuez à parler du podcast autour de vous, cela permet de rendre le zen plus accessible et de montrer son caractère actuel et vivant. À bientôt.